Avez-vous déjà eu l'impression de vivre la vie d'un autre dans le décor de la vôtre? Que chaque jour vous marchez sur une route parfaitement droite et tracée qui ne mène nulle part, et que la seule chose qui naît au bout de ce chemin impeccable est une fatigue silencieuse et paralysante de vous-même. Pour comprendre cette paralysie, nous ne nous tournerons pas vers des conseils de productivité, mais vers les cartes profondes de l'âme humaine. Nous utiliserons les plans que nous a laissés Carl Jung, le plus grand cartographe du monde intérieur. Ces cartes ne mènent pas au succès, mais au sens. Et ce sont elles qui nous montreront où se trouve réellement la source de votre vide. Au cours de l'heure qui suit, nous n'allons pas simplement analyser ce problème. Nous allons déchiffrer son message caché. Vous comprendrez pourquoi vous êtes bloqué. Vous découvrirez quel est le seul premier pas juste à faire quand on ne sait pas où aller. Et plus important encore, vous ne recevrez pas une carte topographique, mais une boussole intérieure qui ne ment jamais. Si vous êtes prêt à cesser de chercher le chemin et à commencer à le ressentir, notre voyage intérieur commence. Maintenant, laissons un instant les grandes promesses et parlons. Parlons de ce silence qui s'installe à l'intérieur, lorsque le bruit extérieur s'apaise. Elle se fait particulièrement sentir le dimanche soir, n'est-ce pas? Quand l'air de la pièce devient dense, lourd, et que chaque tic-tac de l'horloge décompte non pas le temps, mais les restes de votre liberté. De l'extérieur, tout est parfait. Vous avez peut-être un bon travail, la stabilité, une famille, cette fameuse cage dorée dont vous avez vous-même érigé les murs avec tant d'assiduité. Mais à l'intérieur, dans ce silence assourdissant, une panique silencieuse grandit. Ce sentiment que le train principal de votre vie est sur le point de partir et que vous ne savez même pas dans quelle gare vous vous trouvez. Et puis le matin arrive. Vous vous approchez du miroir et c'est un professionnel fatigué qui vous regarde, un expert dans l'interprétation des rôles des autres. Vous vous brossez les dents, nouez votre cravate ou vous maquillez. Vous accomplissez tous les rituels corrects. Et à ce moment, en regardant dans vos propres yeux, vous posez une question silencieuse. Qui es-tu et que fais-tu vraiment ici? Mais il n'y a pas de réponse. Le pilote automatique est déjà enclenché. La journée a commencé. Cette vie en pilote automatique, ce n'est pas simplement de la routine. C'est la survie au cœur même d'un désert intérieur. Un désert où le vent pousse sur le sable, la poussière des espoirs non réalisés et des passions oubliées. C'est cet état où vous ne ressentez plus ni douleur aiguë, ni joie éclatante. Seulement une fatigue sourde et dévorante due à une marche sans fin en cercle, dans laquelle le paysage ne change jamais. Et le plus cruel dans ce désert intérieur, c'est que vous vous en rendez responsable, n'est-ce pas? Vous regardez votre vie, tout ce que vous avez accompli, et une voix intérieure impitoyable murmure. Tu devrais être reconnaissant. Tu es juste paresseux. D'autres n'ont même pas ça. Vous vous accusez de faiblesse, d'infantilisme, de l'incapacité à simplement vous ressaisir et vous réjouir de ce que vous avez. Cette honte est la pierre la plus lourde que vous portez. Mais je suis ici pour vous dire quelque chose d'extrêmement important. Écoutez-moi attentivement. Si vous ressentez cela, sachez que vous n'êtes pas brisé. Vous n'êtes pas paresseux. Vous n'êtes pas ingrat. Vous êtes sur le seuil. Ce sentiment de vide n'est pas le signe de votre faiblesse. Au contraire, c'est le signe le plus clair et le plus fort de la force de votre âme, qui n'accepte plus de vivre dans le mensonge. C'est une protestation sacrée de votre part la plus authentique, la plus vivante, contre une existence qui assèche votre esprit. C'est le cri de votre être intérieur qui refuse de participer à une représentation, aussi sûre et socialement approuvée soit-elle. Votre âme se bat pour vous, et cette fatigue est l'écho de sa grande bataille. Et dès que nous retirons l'étiquette de problème de ce sentiment, dès que nous cessons de le juger, nous pouvons poser une question tout à fait différente, bien plus profonde et troublante. Et si cette impasse n'était pas une erreur sur la carte de votre vie, mais le but même du voyage? Et si cette impossibilité de faire le pas suivant n'était pas le résultat de votre faiblesse, mais la manifestation d'une force que vous ignorez? Et si cette paralysie, cette apathie, cette mélancolie n'était pas votre problème, mais votre salut? Pensez-y. Et si c'était la part la plus sage, la plus ancienne de vous-même qui vous retenait de force, parce qu'elle sait qu'un pas de plus sur cette route impeccable et droite, et vous vous perdriez sans retour. C'est le frein d'urgence de votre âme qu'elle a tiré à la dernière seconde pour vous sauver de la plus grande des catastrophes, une vie vécue en vain.
Cette force sage en vous voit que le train dans lequel vous voyagez avec tant de confort fonce vers un précipice. Et elle a préféré saboter le système, provoquer une panne complète, plutôt que de vous laisser arriver à destination. Votre état n'est pas un geôlier, c'est un garde du corps. Il s'est mis sur votre chemin pour vous protéger de cette part de vous qui est prête à troquer l'authenticité contre le confort. Et il ne vous laissera pas bouger tant que vous n'aurez pas commencé à chercher un autre chemin. Le vrai chemin. C'est une idée forte et peut-être même réconfortante. La pensée que votre douleur n'est pas un ennemi, mais un protecteur. Mais pour que cette idée devienne pour vous non pas une simple belle théorie, mais un outil de travail, nous devons franchir une étape impitoyable, mais nécessaire. Nous devons nettoyer le champ de bataille. Avant de construire du neuf, un architecte sage étudie toujours attentivement les ruines de l'ancien. Avant qu'un chirurgien ne commence une opération de guérison, il doit poser un diagnostic précis en séparant les symptômes de la cause réelle de la maladie. C'est exactement ce que nous allons faire. Pour comprendre ce salut paradoxal, nous devons d'abord disséquer, sans pitié mais avec compassion, les illusions qui nous tiennent captifs. Nous devons regarder en face les faux diagnostics que vous vous êtes probablement posés pendant des années et comprendre pourquoi toutes vos tentatives précédentes pour sortir de l'impasse étaient vouées à l'échec. Nous devons comprendre contre quoi nous nous battons réellement. Et pour trouver ce véritable adversaire, nous devons d'abord éteindre le bruit des idées fausses communément admises. Notre diagnostic commence. Alors commençons par les histoires que votre esprit vous raconte à propos de votre paralysie. Ces histoires sont familières, logiques et complètement inutiles. La première et la plus populaire des histoires est celle de la volonté. Je manque juste de discipline, vous dites-vous. Si je pouvais me forcer, j'aurais changé les choses depuis longtemps. Vous téléchargez des applications de productivité, écrivez des listes de tâches, vous faites des promesses. Mais la volonté, tel un muscle fatigué, refuse de se contracter. Et chaque échec ne fait que renforcer l'idée de votre propre inutilité. La deuxième histoire est le mythe de la recherche de la passion. Il faut juste que je trouve ce que j'aime vraiment, pensez-vous. Vous commencez à essayer des passe-temps, à suivre des cours en ligne, à chercher l'inspiration à l'extérieur, en espérant qu'un jour vous tomberez sur l'activité magique qui allumera le feu en vous. Mais le feu ne s'allume pas, et la recherche se transforme en un autre travail épuisant. La troisième histoire est le récit pragmatique de la peur. J'ai peur de perdre ma stabilité. J'ai un crédit immobilier, une famille, des obligations. Il est déjà trop tard pour changer quoi que ce soit. Cette voix de la raison semble la plus convaincante. Elle fait appel à la responsabilité et au bon sens, et la contredire, c'est passer pour un rêveur infantile. Écoutez, tout cela est vrai, mais c'est la vérité de la surface. C'est l'ondulation à la surface de l'eau qui cache un courant sous-marin puissant et invisible. Essayer de résoudre le problème à ce niveau, c'est comme soigner une blessure interne profonde avec un pansement. Vous menez une guerre héroïque contre le mauvais ennemi. En essayant de développer votre volonté ou de trouver une passion, vous ne faites que dépenser une précieuse énergie psychique dont vous avez besoin pour la vraie bataille. Et chaque échec dans cette fausse guerre ne fait que vous enfoncer plus profondément dans le labyrinthe de la honte et de l'auto-accusation. Votre problème n'est pas un manque de volonté. Votre volonté sabote sagement un mouvement dans la mauvaise direction. Alors si la volonté, la passion et la peur ne sont que des ondulations à la surface de l'eau, quel est donc ce courant profond? Quelle est la vraie nature de votre mal? Et s'il n'y avait pas de maladie du tout? Regardons cela avec une précision tout autre, une précision médicale. Imaginez que vous vous réveillez un matin avec une forte fièvre. Votre corps brûle, vous frissonnez, vous vous sentez faible. Que feriez-vous? Vous n'allez pas déclarer la guerre à la fièvre elle-même. Vous n'allez pas crier sur le thermomètre ou blâmer votre corps d'être paresseux à être en bonne santé. Vous comprenez intuitivement que la fièvre n'est pas la maladie. C'est un symptôme, c'est un signal, c'est la preuve que votre système immunitaire fonctionne. Il a détecté une infection et a engagé une lutte acharnée contre elle, en augmentant la température pour créer des conditions insupportables pour l'ennemi. Et bien voilà. Votre apathie, votre peur, votre paralysie créative et volontaire, ce n'est pas une maladie, c'est la fièvre de votre âme. C'est la seule métaphore dont vous avez besoin pour tout comprendre. Votre état est un signe de santé et non de pathologie.
C'est votre système immunitaire spirituel qui s'est activé. Il a détecté une infection étrangère qui empoisonne votre vie de l'intérieur. Et cette infection, ce sont les faux objectifs que vous avez pris pour vôtres. Ce sont les valeurs des autres auxquelles vous avez juré fidélité. C'est la trahison quotidienne et mineure de votre véritable potentiel au nom de la sécurité et de l'approbation. C'est une vie construite à l'encontre de votre nature la plus profonde et la plus authentique. Et votre psyché, dans son infinie sagesse, fait la seule chose qui puisse vous sauver. Elle augmente la température. Elle rend votre vie habituelle insupportable pour que vous arrêtiez enfin de faire ce qui vous tue lentement. Elle paralyse votre volonté pour que vous ne puissiez plus faire un pas de plus sur le faux chemin. Lutter contre cette fièvre en essayant de vous motiver ou de juste commencer à faire, c'est aussi insensé que de faire baisser la température en ignorant une pneumonie. Cela ne fera qu'épuiser vos forces et permettre à l'infection de se propager. Le seul chemin juste est de cesser de combattre le symptôme et, avec gratitude pour ce signal salvateur, de commencer à chercher la véritable source de l'infection. La source de cette fièvre est une rupture. Une rupture profonde et douloureuse entre la vie que vous construisez méthodiquement jour après jour et la vie qui attend d'être vécue à l'intérieur de vous. Et pour que vous ne compreniez pas seulement, mais que vous ressentiez physiquement cette rupture, je veux vous proposer de faire une chose simple, mais peut-être la plus importante de toute notre conversation d'aujourd'hui. Et maintenant, je vais vous demander de faire une pause et de répondre honnêtement, sans vous presser, à une seule et unique question. Souvenez-vous de la dernière fois où vous vous êtes senti vraiment vivant. Je ne veux pas dire heureux au sens commun du terme, ni performant, ni productif, ni satisfait, mais bien vivant. Souvenez-vous du moment où le monde autour de vous est soudainement passé du noir et blanc prévisible à un monde coloré, en relief et plein de sens. Le moment où vous ne pensiez ni au passé ni à l'avenir, mais étiez complètement dissous dans le présent, et le temps a disparu. Que faisiez-vous à ce moment-là? Étiez-vous seul ou avec quelqu'un? Peut-être étiez-vous absorbé par une création qui vous captivait. Ou aviez-vous une conversation profonde avec un ami jusqu'à minuit? Ou marchiez-vous simplement dans une rue inconnue d'une ville étrangère? L'échelle de l'événement n'a pas d'importance. Seul compte ce sentiment de présence absolue où vous et votre vie ne faisiez qu'un. Je suis sérieux. S'il vous plaît, mettez cette vidéo en pause maintenant. Ne continuez pas à la regarder tant que vous n'aurez pas trouvé ce souvenir. Fermez les yeux si nécessaire. Donnez-vous 1 minute, 2, 5. Trouvez dans votre mémoire ce moment, cet îlot d'authenticité dans l'océan des compromis quotidiens. Ce souvenir n'est pas juste de la nostalgie. C'est l'outil de diagnostic le plus important que vous ayez. C'est un échantillon de votre tissu sain. C'est la trace que votre nature authentique a laissée pour que vous puissiez retrouver le chemin vers elle. C'est votre diapason personnel qui sait exactement comment sonne votre âme quand elle ne ment pas. Ne le perdez pas. Ne l'analysez pas. Ressentez-le simplement à nouveau. Cette clé est tout ce dont nous aurons besoin pour la prochaine étape. Tenez-vous ce souvenir entre vos mains. Sentez-vous sa chaleur, sa couleur, son goût presque oublié. Maintenant, sentez la distance. L'immense et froide distance entre ce moment d'authenticité et votre matinée d'aujourd'hui. Entre qui vous étiez à cette minute-là et le rôle que vous jouez chaque jour. Ce gouffre, cette rupture. Elle n'est pas sans nom. Votre problème n'est pas unique, il est universel. C'est le drame central de l'âme humaine, joué par des milliards de personnes dans le silence de leur cœur. Et il y a eu un homme qui a consacré toute sa vie à créer la carte de ce territoire dangereux, mais sacré. Il s'appelait Carl Gustav Jung. Et il n'était pas simplement un psychologue. Il était le plus grand explorateur de ces terres intérieures. Jung dirait que votre vie quotidienne, habituelle, vos réussites, vos obligations, votre carrière, le masque que vous portez si habilement, tout cela est le royaume de votre ego. L'ego est le commandant de votre vie consciente. C'est le « je » que vous connaissez, que vous dirigez. Il aspire à l'ordre, à la sécurité, au contrôle et à l'approbation sociale. Il construit les murs d'un château pour vous protéger du chaos. Mais ce moment, ce souvenir de vie authentique, c'est quelque chose de complètement différent. Ce n'était pas la voix de l'ego. C'était le murmure, ou peut-être le cri de votre soi. Le soi, selon Jung, n'est pas juste une partie de vous.
C'est la totalité de votre personnalité, consciente et inconsciente. C'est votre centre intérieur, votre vrai roi, l'architecte de votre âme. C'est qui vous étiez avant que le monde ne vous dise qui vous deviez devenir. Et voici l'idée principale de toute notre rencontre d'aujourd'hui. La rupture entre votre vie, dirigée par l'ego, et ce moment où vous vous êtes senti vivant, guidé par le soi, est la source de votre fièvre. Carl Jung appellerait cela le fossé entre l'ego et le soi. Et c'est précisément dans ce fossé, dans ce vide de sens, que naît votre paralysie. Elle est le symptôme de cette profonde division intérieure. Elle est la voix de ce gouffre qui dit « On ne peut plus continuer comme ça ». Et pour comprendre quoi faire, nous devons descendre dans ce gouffre et étudier ses lois. Notre chemin nous mène au cœur même de la théorie de Jung. Pour vraiment comprendre cette dynamique entre l'ego et le soi, sortons du monde de la psychologie abstraite et entrons dans le monde du mythe vivant. Imaginez votre âme comme un ancien royaume. Au centre de ce royaume, dans une citadelle haute et imprenable, règne un roi. C'est votre ego. Et il faut lui rendre justice. C'est un bon et responsable souverain. Dans sa jeunesse, il a pris les terres chaotiques et dispersées de sa personnalité et y a mis de l'ordre. Il a construit des murs hauts et solides. Ce sont vos croyances, vos diplômes, votre carrière. Il a tracé des routes droites et pavées. Ce sont vos habitudes, votre routine quotidienne, vos rituels sociaux. Dans son royaume, tout est clair, prévisible et sûr. Chaque habitant connaît son rôle. Chaque jour ressemble au précédent. Les lois de la logique et du bon sens sont scrupuleusement respectées. Pour cette stabilité, le roi est loué, respecté et récompensé. Il est l'incarnation du succès et du contrôle. Mais au-delà des murs de son château bien entretenu, là où les cartes et les routes s'arrêtent, commence la grande et sauvage forêt. C'est le territoire de votre soi. La forêt n'obéit pas aux lois du roi. Elle n'a pas de chemin droit, elle est habitée par d'étranges créatures, des rêves oubliés, des talents refoulés, des impulsions irrationnelles. Et du plus profond de cette forêt, une voix silencieuse mais insistante parvient parfois jusqu'au roi. Cette voix ne parle pas le langage de la logique et du profit. Elle ne propose pas un plan quinquennal pour le développement du royaume. Elle murmure des choses étranges, sur une mer que le roi n'a jamais vue, sur une musique qu'il s'est interdit d'écouter, sur un chemin qui ne mène nulle part, mais sur lequel on peut se rencontrer soi-même. La voix n'appelle pas le roi à un nouvel accomplissement, mais à une aventure sacrée. Elle dit que l'eau vive, qui redonnera du goût à la nourriture et de la couleur au monde, ne se trouve pas dans le trésor du château, mais au cœur même de cette forêt sombre et effrayante. Et c'est là que commence le grand drame. Le roi entend cet appel. Au fond de son cœur, il sait que la voix dit la vérité. Il sent que l'air dans son château parfait est devenu vicié, la nourriture insipide et les rituels vides de sens. Mais il a peur. Il est le souverain du connu et la forêt est le royaume du chaos. Que diront les courtisans s'il abandonne le trône pour un murmure indistinct? Et s'il se perd et périt? Et si dans la forêt, ce ne sont pas des trésors qui l'attendent, mais des monstres? Et votre paralysie, votre apathie, c'est ce roi figé devant la porte principale de son château. Il ne peut plus trouver de réconfort dans la routine prévisible de sa citadelle. Elle est devenue pour lui une prison dorée. Mais il a une peur mortelle de faire ne serait-ce qu'un pas dans la forêt sauvage et inexplorée. Il est coincé entre la sécurité qui ne le réjouit plus et l'aventure qui le terrifie. Et la tragédie, c'est que le roi a oublié. La forêt n'est pas un territoire hostile. C'est simplement une autre partie, sauvage et oubliée, de son propre royaume. Ce mythe se joue dans l'âme de chaque personne, dans les décors uniques de chaque vie individuelle. Laissez-moi vous raconter une de ces innombrables versions. L'histoire d'un homme que nous appellerons David. David était un architecte de cage dorée et sa cage la plus parfaite était sa propre vie. À 45 ans, il était associé principal dans un prestigieux cabinet d'avocats. Son bureau d'angle au 32e étage donnait sur le canyon de béton de la ville. Et David voyait dans cette vue non pas un simple paysage, mais son royaume. Tout dans son monde était un signe de statut et de contrôle. Le bureau en acajou poli, le clic discret de la montre de luxe à son poignet, le costume impeccablement taillé. Son château était achevé,
Une belle épouse, 2 enfants doués dans une école privée, une maison en banlieue dont on parlait dans les magazines d'architecture. Il était le roi parfait dans un royaume parfaitement prévisible. Il avait tout fait correctement. Mais la forêt a commencé à lui parler à voix basse, dans une langue que son esprit rationnel ne comprenait pas. La langue des rêves. Chaque nuit, en s'endormant dans sa chambre calme et parfaite, il voyait la même chose, un océan infini, salé, vivant. Il se tenait sur le pont d'un vieux voilier, sentant le vent sur son visage, et il savait qu'il devait naviguer sans savoir où. Le jour, lors de longues réunions, il se surprenait à dessiner inconsciemment dans les marges des documents juridiques des silhouettes complexes de goélettes et de brigantins. Il mettait cela sur le compte de la fatigue. Juste du stress, se disait-il. Il faudra que je prenne des vacances, un jour. La voix de la forêt devenait plus forte, se transformant en une mélancolie sourde et inexplicable au milieu de la journée la plus réussie. Et le roi David a fait ce que tous les rois sages font lorsqu'ils sentent une menace. Il a commencé à renforcer les murs de son château. Il s'est plongé dans le travail, s'attaquant à la fusion la plus complexe de l'histoire du cabinet. Il a acheté une nouvelle voiture, une berline noire brillante, symbole de puissance et d'ingénierie allemande. Il espérait que l'odeur du cuir neuf et le doux ronronnement du moteur puissant étoufferaient ce murmure irrationnel. Mais même cette odeur ne pouvait masquer l'odeur subtile, incrustée dans son âme, du sel et des algues de ses rêves. Le point culminant est arrivé un mardi à 8h45 du matin. David était coincé dans un embouteillage en route pour le bureau. Autour de lui, une mer de feux de stop rouge, le bourdonnement de milliers de moteurs tournant au ralenti. La climatisation de sa voiture soufflait un air froid et mort. Et soudain, son cœur s'est mis à battre dans sa poitrine comme un oiseau pris au piège. Sa respiration s'est coupée. Le monde derrière le pare-brise s'est mis à flotter. À cet instant, les murs de sa nouvelle voiture impeccable ont cessé d'être les murs d'une voiture. Ils sont devenus les murs de son bureau, les murs de sa maison, les murs de toute sa vie. Il était le capitaine du navire le plus luxueux qui n'ait jamais quitté le port. Et le vent salé des mers lointaines de ses rêves était devenu pour lui un poison. L'attaque de panique est passée en quelques minutes. Mais David, le roi parfait, a vu pour la première fois de sa vie les barreaux aux fenêtres de son château. Et ce regard a tout changé. Et à ce moment, dans le silence de sa voiture de luxe, David a cessé d'être un simple personnage d'une histoire. À ce moment, il est devenu votre miroir. Son histoire n'est pas un simple récit. C'est une métaphore, jouée dans les moindres détails, de ce qui se passe dans votre âme en ce moment même. Soyons parfaitement honnêtes. Les océans et les navires de David, qui le hantaient en rêve et envahissaient ses pensées, sont précisément ce souvenir de vie authentique que nous avons cherché avec tant de peine dans la première partie. C'est votre image personnelle de la totalité, votre symbole de liberté et de sens. Peut-être que pour vous, ce n'est pas un océan, mais un atelier tranquille où vous rêvez de travailler le bois. Ou une page blanche qui attend votre roman, ou une carte du monde, sillonnée par les itinéraires de voyages non accomplis. La forme n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est l'essence. C'est l'appel de votre soi, de votre forêt sauvage et authentique. Et le travail prestigieux de David, sa maison parfaite, son statut, son costume impeccable, ce sont les murs de votre château. C'est votre cage dorée. Alors, à quoi ressemble votre château? De quoi sont faits ces murs? Est-ce votre carrière stable, qui vous apporte la sécurité mais vous vide de votre vie? Est-ce le crédit immobilier qui vous retient dans un travail que vous n'aimez pas? Est-ce l'opinion de vos parents, leurs attentes que vous avez peur de ne pas satisfaire? Ou peut-être est-ce votre propre peur du jugement, de l'inconnu, de l'échec? C'est ce fameux bon sens qui chaque jour conseille à votre roi intérieur de ne pas faire de bêtises et de rester à l'intérieur des murs familiers et sûrs. Et le plus important, la question la plus honnête de cette heure. De quoi murmure votre forêt? Quel rêve oublié, quel désir refoulé, quelle part non réalisée de votre personnalité frappe constamment à la porte de votre conscience? Que faites-vous lorsque vous vous sentez vraiment vivant? Nommez-le. Pas pour moi, pour vous. Maintenant, ne serait-ce qu'en murmurant. Reconnaissez l'existence de votre océan. Votre apathie, votre paralysie, votre fatigue inexplicable
ne sont rien d'autre que l'attaque de panique de David, étirée dans le temps. C'est l'énergie psychique colossale que votre roi intérieur dépense chaque jour pour garder les portes fermées, pour ignorer la voix, pour renforcer les murs et faire comme si la forêt n'existait pas. Cette guerre intérieure vous épuise. Votre fièvre est la chaleur de cette bataille. Vous n'êtes pas brisé, vous êtes divisé, et votre âme ne peut plus supporter cette trahison intérieure. Entre la sécurité du château et la liberté de la forêt, il y a toujours une frontière, un passage. Et à ce passage, juste aux portes, se tient toujours un gardien. C'est la loi immuable de tous les mythes et de toutes les âmes humaines. Ce gardien, c'est votre peur. Ainsi, votre roi intérieur se tient aux portes. Il sait déjà que son château est une prison. La voix de la forêt l'appelle, lui promettant non pas le bonheur, mais la vie. Il sait où il doit aller. Alors qu'est-ce qui l'arrête? Il est arrêté par le regard paralysant de ce dragon à la porte. Ce dragon n'est pas une simple émotion. C'est une force psychique puissante. Et sa ruse principale est qu'il montre rarement son vrai visage. Il préfère rester un brouillard informe et sans nom d'anxiété dévorante. Il murmure au roi 1000 raisons pour ne pas sortir. Ce n'est pas encore le moment. Il faut mieux se préparer. C'est irresponsable. Ça ne marchera pas. Ce brouillard s'infiltre dans toutes les fissures, empoisonnant la détermination et transformant la volonté en eau. Votre procrastination, vos doutes sans fin, votre analyse qui mène à la paralysie, c'est le souffle de ce dragon. C'est pourquoi nous devons maintenant faire ce que ce dragon craint le plus. Nous devons allumer une torche et le forcer à sortir du brouillard pour se montrer à la lumière. Et maintenant, répondez-vous à la deuxième question clé de ce voyage. De quoi votre roi intérieur a-t-il vraiment peur? Quel est le nom véritable et concret de votre dragon? Est-ce la peur de l'échec? La peur d'essayer et de ne pas y arriver et de devoir vivre avec cette honte? Ou est-ce la peur du jugement? La peur de ce que diront vos proches, vos collègues, vos amis quand vous quitterez la route qu'ils comprennent? Peut-être est-ce la peur de la perte de contrôle, la peur de troquer la prévisibilité contre le chaos? Ou est-ce une peur plus ancienne, primitive, de la pauvreté et de la perte de sécurité? La peur de se retrouver sans rien? Ou la peur la plus existentielle, la peur de l'inconnu en tant que tel? Donnez un nom concret à ce dragon à la porte. Quand vous donnez un nom à votre peur, une magie s'opère. Elle cesse d'être un brouillard tout-puissant et omniprésent pour devenir simplement un dragon. Et avec un dragon, comme on le sait de tous les mythes, on peut négocier, on peut l'étudier, trouver ses points faibles, on peut le combattre, ou s'entendre avec lui, ou même l'apprivoiser. Mais on ne peut le faire qu'avec celui que l'on voit et que l'on connaît par son nom. Et pour conclure cette partie, je veux vous proposer de faire un pas. Pas un pas dans la forêt, mais dans une communauté. Si vous sentez en vous le courage et l'autorisation intérieure, partagez le nom de votre dragon dans les commentaires sous cette vidéo. Pas pour vous plaindre ou chercher de la sympathie, mais pour être un témoin pour les autres. Parcourez les commentaires et vous verrez des centaines, des milliers d'autres rois debout devant leurs portes. Et vous verrez les noms de leurs dragons. Jugement, solitude, échec, indignité. Et à ce moment-là, vous comprendrez que votre bataille n'est pas votre pathologie personnelle. C'est un chemin humain universel. Vous faites partie d'une communauté invisible de chercheurs. Et vous n'êtes pas seul. Ainsi, nous avons nommé le dragon. Et le premier instinct, l'instinct de notre roi égaux, est de dégainer l'épée, combattre, vaincre, détruire cette peur, cette apathie, cette faiblesse. Nous vivons depuis des décennies dans cette logique de lutte. Mais si je vous disais que cette guerre est la cause même de votre épuisement, que ce dragon, cette paralysie, cette crise, n'est pas un ennemi à vaincre, mais un messager à écouter? Votre plus grand maître, votre crise n'est pas une défaillance du système. C'est sa fonction la plus importante, la plus saine et la plus curative. Ce n'est pas la faiblesse de votre roi, mais sa sagesse inconsciente qui a enfin percé l'armure de son ego. Il s'arrête lui-même parce que sa part la plus profonde sait que l'ancien chemin, aussi sûr qu'il puisse paraître, mène à la mort définitive de l'esprit. Votre paralysie est une pause sacrée que votre âme a prise de force pour vous obliger à enfin lever les yeux de la carte et à regarder le terrain réel. Pour comprendre cela plus profondément, nous devons nous tourner vers le langage des anciens alchimistes.
Ils cherchaient un moyen de transformer le plomb en or, et leur principal secret était leur rapport au plomb. Ils ne le considéraient pas comme un métal sale et inutile dont il fallait se débarrasser. Ils y voyaient ce qu'ils appelaient la prima materia, la matière première. Ils savaient que c'était précisément dans ce plomb sombre, lourd et sans attrait que se cachait déjà le potentiel de l'or brillant. Votre paralysie, votre apathie, votre peur, votre mélancolie, ce n'est pas du plomb dont il faut se débarrasser, c'est votre prima materia. C'est précisément ce plomb qui contient tout l'or de votre vie non vécue. Toute l'énergie refoulée, tous les rêves oubliés, toute l'aspiration à la totalité sont concentrés dans ce sentiment lourd et inconfortable. Essayer de s'en débarrasser, c'est jeter la matière première la plus précieuse pour votre transformation. Et voici la vérité la plus paradoxale et la plus libératrice. Votre âme vous a orchestré cette crise par un amour immense et impitoyable pour vous. Elle a préféré vous plonger dans la douleur aiguë mais curative du présent pour vous sauver d'une tragédie encore plus grande et insupportable. Vivre jusqu'au bout une vie tranquille et confortable qui ne vous a jamais appartenu. Vous n'êtes pas malade. Vous n'êtes pas brisé. Vous traversez une destruction nécessaire et sacrée qui précède toute création authentique. Et votre problème est le début même de votre chemin de retour à la maison. Et si votre crise est un message, si votre paralysie est un maître, alors comment déchiffrer ce message? Comment apprendre le langage de ce maître? La réponse est paradoxale, et elle va à l'encontre de tout ce que le monde extérieur nous a enseigné. Il faut cesser d'essayer de fuir le problème, et rassemblant tout son courage, se tourner pour lui faire face. Jusqu'à présent, votre roi égo a agi selon sa logique habituelle de lutte extérieure. En ressentant un inconfort, il a essayé de l'éliminer. Trouver un nouveau travail, s'inscrire à des cours, lire un livre de développement personnel, se ressaisir. Il a cherché désespérément la bonne action dans le monde extérieur qui corrigerait son état intérieur. Mais c'est comme essayer de changer le reflet dans un miroir sans toucher au visage. Vous cherchez la réponse à l'extérieur, alors que tout votre monde intérieur crie, vous suppliant de poser enfin la bonne question à vous-même. La véritable méthode que vous cherchiez n'est pas de trouver une nouvelle et meilleure carte du monde extérieur. C'est d'apprendre à lire la carte de votre propre monde intérieur. C'est de cesser de lutter et de commencer à écouter. Votre prochain pas n'est pas d'envoyer des CV, c'est de vous tourner vers la forêt. C'est le début d'un dialogue conscient avec cette fameuse voix, qui jusqu'à présent n'était qu'un murmure vague ou une mélancolie irrationnelle. Et ce n'est pas une belle métaphore. C'est la pratique psychologique la plus concrète et la plus puissante qui soit. Jung l'appelait l'imagination active. Sous une forme simplifiée, c'est une conversation intentionnelle et ciblée avec des parties de votre propre psyché. Cela signifie traiter votre paralysie, votre peur, votre rêve d'océan, non pas comme des problèmes à résoudre, mais comme des êtres vivants et intelligents avec qui l'on peut et doit parler. Cela signifie s'asseoir en silence et demander à sa peur « Que veux-tu vraiment? De quoi me protèges-tu » Et ensuite, écouter la réponse, sans juger ni analyser. Cela demande du courage, beaucoup plus de courage que de démissionner de son travail ou de déménager dans un autre pays. Parce que le monde extérieur, malgré toute son imprévisibilité, nous est familier. Mais la rencontre avec ses propres dragons et trésors intérieurs est un pas vers le véritable inconnu. Alors, souvenez-vous, le premier pas n'est pas un pas dans le monde extérieur. C'est le pas le plus audacieux et le plus important de tous. C'est un pas vers l'intérieur. Ce dialogue avec le monde intérieur peut sembler abstrait ou même effrayant. Mais il existe des moyens éprouvés depuis des siècles pour lui donner une structure et une voix. Laissez-moi vous proposer 2 rituels simples mais incroyablement puissants que vous pouvez commencer dès ce soir. Ne les considérez pas comme des exercices, mais comme les premiers pas sur le pont entre votre roi et votre forêt. Premier rituel, la lettre à votre maître. Trouvez un moment où personne ne vous dérangera. Prenez un stylo et une feuille de papier vierge. Du papier, pas un écran d'ordinateur. En haut, écrivez une salutation. Adressez-vous à votre sentiment de paralysie, à votre apathie, à votre peur par son nom, comme s'il s'agissait d'un maître sage mais sévère ou d'un mystérieux étranger. Par exemple, ma chère paralysie ou bonjour ma mélancolie.
Et ensuite, en laissant de côté le cynisme et l'analyse, posez-lui par écrit 3 questions simples et notez la toute première réponse qui vous vient à l'esprit sans la modifier. Que veux-tu vraiment me dire? De quoi me protèges-tu? De quoi as-tu besoin de ma part pour pouvoir changer et devenir mon allié? Cet exercice est un acte d'humilité radicale. Votre roi ego cesse de donner des ordres et commence à écouter. Vous reconnaissez qu'il y a une sagesse dans votre symptôme. Et par là, vous ouvrez un canal pour le dialogue. Les réponses pourraient vous choquer par leur simplicité et leur profondeur. Deuxième rituel, la microdose de forêt. Ce rituel est orienté vers l'action, mais non pas une action extérieure, mais intérieure. Votre tâche, chaque jour, malgré la fatigue, la résistance et la voix intérieure qui dit « c'est insensé », faire une toute petite action, presque imperceptible, qui appartient à votre forêt et non à votre château. Si votre forêt est l'océan, comme pour David, alors votre microdose est 5 minutes à regarder un documentaire sur les voiliers. Si votre forêt est la créativité, ce sont 10 minutes à dessiner des motifs sans signification dans un carnet. Si ce sont les connaissances, ce sont 3 pages d'un livre de philosophie ou de physique quantique. L'important ici n'est pas la productivité. L'important n'est pas d'apprendre quelque chose ou de créer quelque chose. C'est l'acte rituel lui-même qui compte. Chacune de ces micro-actions est une offrande symbolique. C'est comme apporter une tasse d'eau fraîche à un jardin desséché. Par là, vous dites à votre soi, à votre forêt intérieure, « Je te vois, je me souviens de toi, je te nourris ». Ces petits actes de désobéissance à la tyrannie du château sont comme des bouffées d'air frais pour la partie de votre âme qui étouffe. Ils ne changeront pas votre vie en un jour, mais ils commenceront lentement, mais sûrement, à vous changer. Ils commenceront à vous redonner le goût de la vie. En commençant ce travail intérieur, vous pourriez vous sentir perdu. Votre roi ego, habitué aux plans quinquennaux et aux cartes claires, sera en panique. Mais je ne sais pas où aller. Je ne vois pas tout le chemin. Et si je fais une erreur? Cette peur de ne pas connaître le point d'arrivée peut être paralysante. Et c'est normal. Mais il y a un secret que tous les vrais voyageurs, tous les explorateurs du monde intérieur connaissent. Vous n'avez pas besoin de connaître tout le chemin. C'est la principale illusion de l'ego. Il pense que le chemin est quelque chose qui existe déjà à l'extérieur et que sa tâche est simplement de trouver la bonne carte. Mais c'est un mensonge. Dans le voyage de l'âme, il n'y a pas de route tracée d'avance. Il y a seulement une direction, la direction de ce qui vous fait vous sentir plus vivant. Vous n'avez pas besoin d'un projecteur qui éclaire tout l'horizon. Vous avez seulement besoin d'une petite lanterne qui éclaire 2 ou 3 mètres devant vous. Votre tâche n'est pas de connaître tout le chemin. Votre tâche est de trouver en vous le courage de faire le pas suivant, visible à la lumière de cette lanterne intérieure. Le chemin n'existe pas avant que vous ne posiez le pied dessus. Le chemin se crée sous les pas de celui qui marche. Chaque pas, fait en confiance envers sa voix intérieure, crée la route devant vous. Chaque oui dit à votre forêt et chaque non doux dit à la tyrannie de votre château trace un sentier là où il n'y avait auparavant qu'un fourré impénétrable. Comprenez que ce que vous vivez n'est pas une crise de l'échec, c'est une crise de croissance. C'est comme le serpent qui se débarrasse douloureusement de sa vieille peau devenue trop étroite. C'est douloureux, c'est vulnérable, c'est effrayant. Mais c'est la seule façon de grandir. Vous n'êtes pas en train de vous briser, vous êtes en train de vous expandre. Vous vous débarrassez de la personnalité que vous êtes devenue par peur et par nécessité pour laisser naître la personnalité que vous avez toujours été censé être. Toute la force, toute la sagesse, toutes les cartes dont vous avez besoin sont déjà à l'intérieur de vous. Votre âme est bien plus sage que votre esprit, et elle vous a amené à ce point non pas pour vous détruire, mais pour que vous puissiez enfin renaître. Faites confiance à ce processus. Faites confiance à votre douleur. Faites confiance à votre boussole intérieure que vous avez reçue au moment même où vous vous êtes souvenu de ce que signifie être vivant. Vous en avez la force. Vous êtes prêt. Nous avons parcouru un long chemin en 7 heures, de la panique silencieuse dans la pièce sombre de la paralysie, en passant par le diagnostic de la fièvre de l'âme, jusqu'aux portes mêmes de votre forêt intérieure et inexplorée. Nous avons donné un nom à votre château et à votre dragon. Et si l'on devait réduire tout ce voyage d'1 heure, tous les concepts complexes et les métaphores à une seule étincelle de lumière,
à un seul diamant que vous pouvez emporter avec vous, il sonnerait ainsi. Votre destinée n'est pas un point d'arrivée qu'il faut trouver quelque part, comme un trésor enfoui. Ce n'est pas une profession spécifique, ni un lieu de vie idéal, ni un quelconque succès mythique. C'est une illusion que l'ego vous vend. Votre destinée est une direction qu'il faut choisir, maintenant, et chaque jour qui suit. Et cette direction se trouve toujours, sans exception, vers ce qui vous fait vous sentir plus vivant. Même si cela vous effraie, même si ce n'est pas logique, même si les autres ne l'approuvent pas. La boussole de votre âme n'indique pas le nord du succès conventionnel. Elle ne réagit qu'à une seule chose, la chaleur de votre propre et unique authenticité. Ce moment de vie dont vous vous êtes souvenu, c'est votre étoile polaire. Tout ce que vous avez à faire, c'est de faire de petits pas quotidiens qui maintiennent cette lumière dans votre champ de vision. Alors, arrêtez de vous tourmenter avec la question « Quelle est ma destinée ?» C'est une question fausse et paralysante. Posez-en une autre. Que puis-je faire aujourd'hui pour me sentir ne serait-ce qu'1% plus vivant? Arrêtez de chercher le travail de vos rêves. Au lieu de cela, commencez lentement, brique par brique, à construire une vie dont vous n'aurez pas envie de vous échapper le soir dans l'apathie et la nuit dans des rêves d'autrui. C'est le seul travail qui compte. C'est le grand œuvre que Jung appelait l'individuation. C'est le chemin du retour à la maison. Et quand vous commencerez à avancer dans cette direction, votre vie changera. Pas immédiatement, pas comme par magie, mais elle changera de l'intérieur, là où naît tout sens authentique. Je ne vous promets pas que le chemin hors de la forêt sera facile. Il ne le sera pas. Les murs de votre château vous attireront de nouveau avec leur confort familier et soporifique. Le dragon à la porte ne disparaîtra pas d'un claquement de doigts, il mettra encore et encore votre détermination à l'épreuve. Il y aura des jours pleins de doutes. Il y aura des moments où la vieille peur reviendra et vous chuchotera à l'oreille que tout cela est une erreur stupide et dangereuse. Mais je vous promets ceci, sur ce chemin, il n'y aura pas un seul jour vide et dénué de sens. Chaque effort, chaque difficulté surmontée, chaque goutte de peur affrontée, les yeux ouverts, vous remplira d'un sentiment d'authenticité profonde et vibrante. Vous troquerez l'anesthésie de la stabilité contre la plénitude des sensations de la vie, avec toute sa douleur, sa joie, sa beauté et son chaos. Et le plus important, sur ce chemin, au plus profond de votre forêt intérieure, vous vous rencontrerez pour la première fois vraiment vous-même. Pas le rôle que vous avez si longtemps et si brillamment joué. Pas la personne que les autres voulaient que vous soyez, mais l'être puissant, sage et sauvage qui vous attendait depuis tout ce temps. Et c'est la seule rencontre qui compte vraiment. C'est le retour du roi exilé dans son propre royaume. Et la récompense de ce chemin difficile ne sera pas le bonheur éternel, mais quelque chose de bien plus précieux, une vie entière et pleine de sens. Votre vie. Avant de terminer, je veux vous dire quelque chose de très personnel, qui vient du cœur. Merci. Merci d'avoir parcouru ce long et peut-être difficile chemin avec nous. Merci non seulement pour votre temps, qui est inestimable, mais pour quelque chose de bien plus grand. Pour votre ouverture, votre confiance, votre courage de regarder dans ces endroits intérieurs que la plupart des gens fuient toute leur vie. Un tel voyage demande du courage, et vous en avez fait preuve. Et je veux que vous emportiez avec vous un sentiment très important. À l'instant même où vous écoutez ma voix, sachez que vous n'êtes pas seul. En ce moment même, dans des milliers de pièces à travers le monde, à la lueur des écrans, dans le silence de la nuit, des milliers d'autres rois et reines se tiennent aux portes de leur forêt intérieure. Ils ressentent la même mélancolie, entendent le même appel et se posent les mêmes questions. Vous faites partie d'une communauté invisible, une tribu invisible, mais absolument réelle de chercheurs qui ont senti que la vie est plus que la simple sécurité et la survie. Votre lutte, votre aspiration, votre espoir ne sont pas seulement les vôtres. Ils font partie de la grande et ancienne quête humaine de totalité et de sens. Et dans cette quête, vous ne serez jamais, jamais seul. Si ce voyage a eu de la valeur pour vous, s'il a allumé en vous ne serait-ce qu'une étincelle de reconnaissance, je vous invite à continuer ce chemin ensemble. Ce n'est pas la fin, mais seulement le début de l'exploration. Abonnez-vous pour faire partie de notre communauté, de notre tribu invisible de chercheurs, et pour ne pas manquer les prochaines expéditions dans les territoires les plus profonds et les plus importants de l'âme humaine.
Chaque j'aime de votre part sous cette vidéo n'est pas juste un chiffre pour l'algorithme. C'est un phare que vous allumez qui rend cette lumière visible pour d'autres navires errant dans le brouillard. Chaque commentaire sensé de votre part, surtout celui où vous avez osé nommer votre dragon, n'est pas juste du texte. C'est un acte de création d'un espace sûr où d'autres peuvent voir qu'ils ne sont pas seuls dans leur combat. Aidez-nous à transformer cette chaîne d'une voix solitaire en un cœur puissant qui sera entendu même dans les forêts les plus denses et les plus sombres. Votre participation transforme le visionnage passif en une contribution active à l'œuvre commune. Et pour finir, quoi que vous décidiez de faire ensuite, fermez cette vidéo, mettre un j'aime ou vous plonger dans les commentaires. Je veux vous laisser avec une pensée finale, avec un rappel qui est au cœur de tout notre travail ici. Écoutez attentivement. Votre âme vous parle toujours.